connaissez cette hymne? Vous regardez pas la Formule 1? Si. C'est un hymne qu'on entend souvent quand on écoute la Formule 1, c'est l'hymne autrichien évidemment, puisque très souvent c'est une écurie autrichienne qui gagne, en l'occurrence celle dirigée par Red Bull. Mais il n'y a pas que dans la Formule 1 qui gagne et qui réussit des choses, Red Bull, il y a aussi, on le verra ce soir avec l'adversaire du Paris Saint-Germain, dans le football, et ça nous a donné envie de ce pourquoi un brin provocateur, pourquoi Red Bull a révolutionné le foot. Alors, d'abord Red Bull, quoi dans le foot? Ils ont une galaxie, ils ont une multipropriété, Red Bull, qui est partie de Salzbourg en 2005, donc en Autriche. Après cela, New York a été racheté en 2006, puis Leipzig, Liefering en 2011, qui est un club satellite en D2 autrichienne qui est basé à Salzbourg, puis le Red Bull Bragantino au Brésil en 2019. En 2009, quand ils ont les trois clubs, c'est un modèle quasi unique au monde. Et s'il a fait des émules, c'est parce que le modèle a plutôt bien marché. Si on regarde un petit peu Salzbourg par exemple, 14 fois champion d'Autriche depuis que Red Bull dirige le club, un huitième de finale de Ligue des Champions. C'était pas le cas avant. Si on regarde Leipzig, ils sont passés de la 5e division à une demi-finale de Ligue des Champions entre le rachat et aujourd'hui, New York Red Bull par exemple, samedi soir, ils étaient en finale de la MLS, évidemment détenu par Red Bull, et puis Red Bull Bragantino qui sont passés de la D2 à une finale continentale, en l'occurrence la Copa Sudamericana qui représente l'Europa League pour nos amis sud-américains. Alors, pour quelle raison est-ce que Red Bull s'engage autant? Pour l'image, ça c'est ce que m'a expliqué l'économiste du sport, Pierre Rondeau. L'intérêt de Red Bull, c'est véritablement du naming, c'est véritablement de faire connaître sa marque et d'afficher à travers les performances sportives à quel point la boisson énergisante peut apporter des bonifications, des performances pour le consommateur. Faire entrer dans l'inconscient collectif du consommateur l'idée que Red Bull donne des ailes et qu'avec Red Bull, on peut performer. Donc c'est dynamique, c'est explosif, c'est énergique, c'est l'image qu'ils veulent donner au groupe Red Bull. Dans la Formule 1, dans l'export extrême, ça cartonne, mais dans le foot aussi. Et ils vont montrer qu'on peut performer en étant jeune et en étant moderne. Alors, quelle est la recette du succès, vous savez? Ouais, tout de suite, pour leur image, on y revient, ils ont revendiqué un football explosif et un football jeune. Le mercato est là justement pour signer des jeunes joueurs. Ralf Rangnick, c'est l'ancien directeur sportif de Salzbourg et de Leipzig. Il disait cela dans les colonnes de l'équipe en août 2017. L'idée est de signer de jeunes inconnus talentueux pour jouer un football explosif qui colle à l'image de la marque Red Bull, donc la boisson énergisante, bien plus qu'un jeu frileux de contre-attaque. Le marché prioritaire de Red Bull est celui des 16-25 ans, des jeunes qui ne s'identifient pas à des joueurs plus vieux. Donc on a besoin de joueurs de leur âge ou à peine plus âgés. La règle d'or maintenant, c'est carrément à Salzbourg qu'on ne recrute pas des joueurs de plus de 23 ans. Alors comment on détecte les jeunes? Ils ont un réseau de scouting qui est ultra développé. Quelqu'un qui en parlait récemment, c'est Antoine Arnaud. Vous savez qui c'est, futur propriétaire du Paris FC, dans lequel, on n'oublie pas, le Red Bull aura notamment une participation minoritaire, 15%. Mais ils ont aussi des outils, et notamment des outils de data qui sont absolument révolutionnaires et qui vont nous aider énormément sur toute la partie scouting. Ils connaissaient l'équipe du Paris FC, mais tous les joueurs de Ligue 2 sur le bout des doigts grâce à du data qu'ils avaient eux-mêmes construit in-house, qui était absolument exceptionnel et à mon avis qui ferait l'envie de beaucoup d'autres clubs, y compris de clubs de Ligue 1. Et donc le scouting marche très bien. In the house. In the house. Ils ont eu des cracks. Ils ont eu des cracks, effectivement. Erling Haaland, par exemple, il arrive en provenance de Molde. Il a 18 ans, il cartonne, il fera 8 mois là-bas, il signera derrière à Dortmund. Il n'y a pas que lui, il y a Sadio Mané qui a été repéré également par Salzbourg, repéré à Metz à 20 ans. Lui, il restera 2 ans du côté du club autrichien. Upamecano, également, le Français, par exemple, qui lui va être recruté pour 0 € puisqu'il va signer son premier contrat pro là-bas à 17 ans, après avoir débuté à Valenciennes. Ces jeunes, ils sont séduits par un salaire plutôt intéressant, des conditions où ils peuvent s'épanouir dans un super centre de formation et qui ont d'ailleurs récemment remporté la Youth League, c'est la Ligue des champions des jeunes. Regardez, Arthur Girand, il a fait quelques images aujourd'hui du centre ultra moderne de l'académie, 100 000 m², 4 terrains naturels chauffés, éclairés, 2 terrains synthétiques chauffés, éclairés, terrain couvert, 25 vestiaires, 88 chambres dans l'internat, salle de musculation. Des jeunes aux pros, on est constamment dans la recherche de la modernité dans le groupe Red Bull. Lucas Gournadois, c'est un jeune joueur de 21 ans qui était formé à Saint-Etienne, qui a signé là-bas il y a 2 ans. Il disait cela, lui, dans les colonnes de l'équipe. Tu perçois l'exigence. Toutes les séances sont filmées. On a beaucoup de tests psychologiques pour développer la vitesse de réaction, la réflexion. Ils te font travailler par ordinateur sur des images que tu dois intégrer, retenir et restituer. Ce sont les préceptes que le groupe partage à tous ses clubs, y compris dans la manière de jouer, de s'entraîner. Jesse Marsch, il est bien placé pour en parler. Il a été entraîneur des 2 clubs, Salzbourg et Leipzig. Il en parlait récemment dans une émission de télé anglaise.
The Red Bull model is all the teams play a similar sort of way. Red Bull's kind of described in a lot of different ways. I've heard it as pressing football. I've heard it as gegenpressing, counter-pressing football. For me, it's about controlling spaces. We have a lot of training methodologies and similar training. Et c'est un modèle qui s'applique partout, pas forcément au niveau des matchs, pas forcément au niveau des entraînements. Le maître mot économiquement, c'est la mutualisation. Ils ont vraiment une logique de rationalité où ils vont mutualiser les efforts humains et les compétences humaines de chaque club. Ils vont aussi rationaliser leurs techniques et leurs méthodes d'entraînement. Il y a vraiment une logique entrepreneuriale très rigoureuse de la part de Red Bull. L'euro qui va être dépensé par Red Bull devra être récupéré par Red Bull. Et comment ils vont récupérer ces fameux euros? Ils vont revendre des joueurs plus chers qu'ils ne les ont achetés, très jeunes. Donc ils sont aussi un peu précurseurs quelque part dans ce qu'on appelle aujourd'hui le trading. Alors là où ils ont été aussi précurseurs en plus du trading, c'est que ces mouvements se sont effectués entre leurs propres clubs. L'exemple parfait, c'est Dayo Upamecano. Encore une fois, il arrive donc à 17 ans, il n'a pas joué un match en pro à Valenciennes et il signe son premier contrat pro, il n'est même pas formé là-bas, à Salzbourg. Qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est à Salzbourg? Il va être prêté dans le club satellite qui est situé dans la même ville, à Liefering. Là-bas, il va commencer à jouer en professionnel. Puis derrière, une fois qu'il aura l'expérience, il va retourner à Salzbourg, il va exploser, il va signer à Leipzig quelques années plus tard. Et puis de Leipzig, il signera au Bayern Munich pour 40 millions d'euros. Il a coûté 0 en termes d'indemnité de transfert, il n'a même pas été formé par le club, mais il a été revendu par la Galaxy Red Bull, 40 millions d'euros. Après, si on regarde sur les 5 dernières années, il n'y a pas non plus énormément de mutations comme on peut voir dans certaines multipropriétés. On a calculé toutes les mutations sur les 5 dernières années. Il y a 4 clubs, donc on enlève Liefering qui est un club satellite. Il y a 4 clubs, 4 gros clubs. Il y a eu 14 mouvements en tout sur les 5 dernières années entre ces 4 gros clubs. Il y en a évidemment eu majoritairement entre Leipzig et Salzbourg. Il y en a eu 6. Il y en a eu 2 entre Brancantino par exemple Salzbourg. Vous le voyez, 3 entre Salzbourg et New York. Il n'y en a jamais eu par exemple entre New York et le club brésilien. Donc c'est pas non plus excessif. Ça existe, mais c'est pas non plus excessif. Alors dites-moi Adrien, 2 clubs détenus par le même groupe qui jouent la Coupe d'Europe, l'UEFA dit rien? Chez Red Bull, on travaille bien au niveau sportif, mais on travaille aussi très très bien au niveau juridique. Ce qu'on peut appeler de l'optimisation juridique, si je puis dire. C'est assez hypocrite, mais ça a été en termes de droit et strictement en termes de droit validé par l'UEFA et par la réglementation de l'UEFA. La petite entourloupe, si je puis dire, c'est de dire que Salzbourg n'est pas, juridiquement parlant, la propriété de Red Bull. C'est la propriété d'actionnaires de Red Bull, mais c'est pas directement la propriété de la marque Red Bull. Bon, c'est 100% de réussite alors. C'est une grande réussite à l'échelle du foot. Maintenant, on va s'attaquer au dossier de l'image, puisqu'on a dit que Red Bull, c'était hyper important justement d'avoir une image pour la boisson énergisante. Ils ont créé un modèle qui a été copié dans le foot, mais est-ce que à l'échelle de l'image ça marche bien? En Allemagne par exemple, non. Justement, la marque Red Bull est dévalorisée par rapport à ce qu'ils ont fait comme travail au niveau de Leipzig. Explication avec notre correspondant sur place, Alexis Menuge, et son beau maillot. La Galaxy Red Bull est plutôt mal vue en Allemagne, même si son image s'est un petit peu améliorée ces dernières années. On parle un peu d'un manque de fair play, avec des moyens beaucoup plus importants que la plupart des clubs de Bundesliga. Il y a eu des pancartes anti-Red Bull, avec le taureau rouge, qui est le symbole de la marque. Il y a eu aussi des attaques, d'ailleurs, de supporters de Dortmund envers les supporters de Leipzig ou des dirigeants il y a quelques années. Alexis Menuge, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. D'ailleurs, dernière news qui est assez parlante, Jürgen Klopp a rejoint récemment, vous le savez, le groupe Red Bull. Il pourrait travailler notamment avec le Paris Saint-Germain, le Paris FC, pardon. Paris FC, oui. Ça a fait beaucoup parler en Allemagne, le fait qu'il rejoigne le groupe Red Bull. À Dortmund, on ne digère pas parce que tout sauf Leipzig, en fait, les supporters vous le disent, ils préfèrent même que Klopp devienne entraîneur du Bayern, mais surtout pas le RB Leipzig, surtout pas le groupe Red Bull parce que c'est l'ennemi des clubs de tradition. Donc ça c'est en Allemagne, mais en Autriche? C'est pire ce qu'ils ont fait. Parce que si on reprend l'histoire de Salzbourg, vous savez qu'ils ont récupéré en 2005. En fait, ils ont acheté un club historique qui s'appelle l'Austria Salzbourg, qui avait 3 titres de champion, qui avait une finale de Coupe de l'UEFA. Et ils l'ont littéralement rayé de la carte. C'est-à-dire qu'ils ont voulu effacer le palmarès en supprimant tout, en changeant le nom. Ils ont refait le logo, ils ont modernisé le stade, ils ont changé le nom évidemment du stade. Même le maillot, il a totalement changé. Si vous prenez le maillot de ce qu'était l'Austria Salzbourg avant l'arrivée de Red Bull Salzbourg, regardez, c'était comme ça la saison 2004-2005. En un été, on est passé de ça à ça. Forcément, les supporters ont été atterrés par ce changement. L'entraîneur de l'époque, Kurt Zoura, il va répondre aux supporters en disant quelque chose
d'assez gentil finalement envers ses fans. S'ils veulent un club violet et blanc, eh ben ils ont qu'à en créer un. Ça c'est l'entraîneur de Salzbourg qui disait ça juste après le changement. Qu'est-ce qu'ils ont fait les supporters? Ils en ont créé un, effectivement, ils ont créé l'Austria Salzbourg qui a récupéré donc le palmarès de l'ancien club de Salzbourg et ils l'ont fait grimper progressivement jusqu'en 3e division autrichienne. C'est un peu l'outil de résistance en Autriche anti-Red Bull, à tel point qu'il y a quelques années, l'impensable a eu lieu en Coupe d'Autriche. Qui ils ont tiré au sort? Le Red Bull Salzbourg. Alors oui, ils ont révolutionné le foot, ils ont perdu 6 ou 7-0. Ils ont révolutionné le foot en apportant des choses géniales, ils ont été en avance et effectivement sur le terrain, ça marche bien. Mais maintenant, culturellement, dans l'histoire, par rapport à ce qu'est le football, tout n'est pas parfait, franchement. Eh bien, on va continuer d'en parler parce qu'il y a tout là. Il y a du foot, il y a de la success story, il y a du rejet également. Et puis, il y a évidemment un match ce soir qui nous intéresse. Sur le pourquoi, Adrien, vous nous avez expliqué pourquoi la Galaxy Red Bull t'emparait du football, tout ça. Ok, très bien. Ça vous plaît, ce qu'a fait Red Bull, Nabil? C'est un exemple qui a servi à d'autres clubs qui ont essayé aujourd'hui de se calquer sur eux, même s'ils ne sont pas en constellation. Mais moi, ce qui m'intéressait, parce que je l'ai suivi à travers le mercato, c'est leur manière de recruter et surtout de venir chercher des garçons en post-formation parce que leur terrain de chasse, c'est... Expliquez peut-être la post-formation. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 18 ans, tu hésites à signer ton premier contrat professionnel avec 17 ans ou 18 ans, tu hésites à signer ton premier contrat professionnel avec ton club formateur. Eux, ils arrivent, ils te disent, nous, on va te développer, on va te lancer. Ils viennent chasser en région parisienne. Et au Paris Saint-Germain, ils ont fait aussi des contrats. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est qu'ils savent convaincre. Donc, quand Upamecano, moi j'avais suivi son transfert, parce que Upamecano, avant d'arriver à Salzbourg, il va visiter quand même les installations de Manchester United. Et dans l'absolu, tu te dis, Manchester United, Salzbourg, à ce moment-là, c'était en quelle année, tu l'as dit? Il avait 17 ans. Ouais, 17 ans, ouais, je dirais 2017. Donc, ça fait 8 ans. Donc ça veut dire qu'ils savent convaincre, ils savent envoyer un jet, ils savent envoyer des grosses primes à la signature. Donc et promettre du temps de jeu. Voilà, et te permettre de développer ton talent, alors qu'on te dit, si tu restes dans ton club, tu vas faire des selfies sur le banc. Par exemple, au Paris Saint-Germain, il n'y a que des stars, tu joueras jamais. Donc, ils ont su aussi moins vrai jouer. maintenant. Ils ont su aussi jouer sur les failles et les insuffisances d'autres grands clubs. Et cet été, ils ont signé un jeune joueur de 17 ans, 10 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain, un jeune français. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des réussites aussi. Ils n'ont pas peur de dépenser, de promettre du temps de jeu, ce genre de choses. Mais alors, pour compléter ce que disait Nabil et ce qu'a dit un petit peu Adrien tout à l'heure, c'est que on a pris 7 exemples de joueurs qui sont, tiens, c'est le club de Salzbourg, on n'a pas mis Leipzig, mais tous ces garçons-là sont arrivés très tôt dans cette galaxie Red Bull et ont eu derrière, pour la plupart, des réussites assez incroyables. Szoboszlai, qui aujourd'hui brille à Liverpool, Adeyemi, Sadio Mané, Erling Haaland, Dayot Upamecano, même Minamino aujourd'hui qui brille à Liverpool, ça n'avait pas été le cas lorsqu'il avait été à Liverpool, mais ils ont ce nez en tout cas pour dénicher des talents. Et c'est des gars qui ont été vendus encore plus cher. Plus cher, bien sûr. Vous avez les sommes au-dessus, d'ailleurs. Non, mais après. Et d'ailleurs, parmi ces joueurs, vous pouvez voir Erling Haaland, Adrien l'évoquait aussi un peu plus tôt dans sa chronique. Hier soir, Pablo Longoria était l'invité de Zach Nani, le streamer Zach Nani, dans son émission Zach en roue libre sur Twitch. Et le président de l'Olympique de Marseille a livré une anecdote assez savoureuse à ce sujet. Vous allez découvrir pourquoi, et ça restera comme l'un de ses plus grands regrets de sa carrière à Pablo Longoria. Des échecs qu'on a fait comme club, c'était Haaland, à l'époque à la Juventus. Ok. Même un échec personnel, non? Il vient un jour à Turin, on le reçoit, à faire un dîner, Federico Cherubini et moi, avec son père. Ouais. Il avait un tabou, parler des requins. le tabou à l'époque avec les pères. Et il arrive un moment pendant le dîner qu'il dit, bon, et quel va être mon plan de carrière, non? Là-bas, à l'époque, tu n'avais pas la deuxième équipe encore à la Juventus, tu n'avais pas beaucoup à offrir, non? Donc cette époque où Pablo Longoria était recruteur à la Juve, eh bien il voit Erling Haaland lui passer sous le nez et il a encore ce regret aujourd'hui, le président de l'OM. Vous y seriez allé, Ludo, vous, à 17 ans, dans un club, au tout début de la Galaxy Red Bull? C'est un truc qui aurait pu vous tenter? Ça n'existait pas encore, l'internationalisation non, mais là, des jeunes comme ça. Parce que quand ils lancent l'histoire, ça n'existe pas non plus. Hein. Je sais pas, parce que moi j'avais tout pour réussir là où j'étais. Metz était déjà un club formateur, un des meilleurs clubs formateurs français.
Donc j'avais pas de meilleur endroit, moi, pour réussir. J'étais de là-bas, je savais que j'allais avoir une chance, que j'étais pas à Marseille, au Paris Saint-Germain. Je savais qu'on faisait jouer des jeunes, du cru. Donc j'étais... Mais c'est vrai que ce format-là, il est bien ficelé, il est très très bien ficelé, parce qu'ils prennent des clubs dans des divisions différentes, donc ils te le prennent, ils te laissent le temps de te former tranquillement, et puis ils te font basculer dans des clubs qui ont toujours les mêmes combinaisons, les mêmes stratégies, les mêmes... Ah oui. Donc c'est bien ficelé. Après, on parlait de la post-formation. La post-formation, c'est pas 18 ans. Hein. La post-formation, c'est déjà 14, 13, 14, 15. Pas Mécano, c'est 17 ans, là. Non, mais ils partent pas à 13 ans. On parlait de post-formation. C'est après la formation. C'est post-centre de formation. Ouais, post-formation, après la centre de formation. Après, ce qui me dérange, moi, c'est que dans tous ces clubs-là, vous parlez de post-formation. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas de la post-formation. Ils vont chercher aujourd'hui, les clubs internationaux vont chercher des gamins à 12, oui, 11, mais eux, ce qui 12, les intéresse, c'est des gars formés qui n'ont pas à le faire. Donc moi, c'est la limite de tout ça. C'est-à-dire qu'à force d'aller piocher à droite... 13 ans, il faut prendre la famille, c'est plus compliqué juridiquement que ça. Là, on parle de gamins qui ont 18 ans. Nabil, il n'y a rien de compliqué. En fait, ils font venir, ils te disent, tu vois, il y a une académie. Tu as vu tout à l'heure les images où ils ont des jeunes qui n'ont pas 18 ans. Ils prennent quelqu'un qui a été formé de 10 à 17 ans dans son club. Des familles, je crois qu'il y a aussi, ils prennent des gamins beaucoup plus jeunes. Et il faudra regarder, mais je crois qu'ils prennent... En tout cas, on leur reprochait des méthodes, les Français leur reprochaient notamment Eric Elie. Voilà. À Sochaux, leur reprochait des méthodes agressives. C'est pour moi la seule limite que je vois à cela, c'est qu'on va chercher des gamins de plus en plus tôt et que ça met en danger aussi les clubs français. Parce qu'on n'a plus la main, plus la main sur comment former les gamins, ce qu'on leur offre, et ça fait monter les enchères. Allez-y, Vincent, je vous réagir. Ouais, mais en fait, historiquement, en France, il se passait quoi à ton époque ou un peu avant? C'est les clubs qui payaient, qui recrutaient les meilleurs jeunes. Auxerre, ils faisaient quoi? La SCAN, ils faisaient quoi? C'était censé être des super centres de formation, mais ils allaient voir les parents, ils achetaient une maison, ils trouvaient un boulot. Machine à laver. Et ils payaient, en fait, déjà. C'était déjà les clubs qui payaient qui faisaient la différence. Donc, en fait, ce qu'a fait Salzbourg et Leipzig, c'est ce que faisait Auxerre et la SCAN pendant très longtemps. Et Auxerre, ils avaient 50 jeunes par formation. Vous avez raison. Oui, mais les joueurs restent en France. Oui, mais les joueurs restent en France. 10 mecs en formation et 40 qui... Oui, mais il n'y avait pas de Bosman. Maintenant, c'est Bosman. Vous en foutez que ce soit en France, techniquement, en fait. Oui, mais à l'époque, tu dis ça, mais c'était une plus-value pour le championnat de France. Oui, d'accord. Non, mais là, vous êtes... Mais sauf qu'aujourd'hui, on est en Europe. C'est le même système avec des frontières qui sont élargies. Les premiers prémices, moi, je me souviens, c'était rapide. Belloufa, Antariaia, Patrick Vieira, ils étaient partis très vite dans des clubs italiens. C'était l'Inter et le Milan AC. C'était les top clubs qui venaient chercher. Juste un parenthèse, parce qu'on parle de Red Bull, une petite pensée pour Gérard Rouillet, qui a été directeur du foot à Red Bull, comme les clubs aujourd'hui. Le mot de la fin pour vous, Émilie. Est-ce que ça va continuer pour vous, cette success story, la façon dont c'est géré, et peut-être essayer de s'inspirer Textor, par exemple, vous voyez, ce genre de choses? Je pense, après, il ne faut pas oublier l'aura aussi de ce groupe et de cette marque qui a une... Cible jeune, hein. Cible jeune, mais une vraie stratégie derrière. Parce que c'est aussi pour ça, à mon sens, que ça fonctionne. Le but, c'est de vendre des canettes, hein. Vous grossissez... Ouais, mais pas tant que ça. Bien sûr. Oui, pour les joueurs, avoir de la bouteille. Il y a un côté notoriété où, regardez, tout à l'heure, si on vous demande de citer 3 marques de boissons énergisantes, vous n'en êtes pas capable. Parce qu'en fait, ils ont vraiment recouvert le marché. Ne lancez pas de défi, j'ai Google. Hein. Mais aujourd'hui, dans la stratégie de marque, et c'est pour ça que le projet avec le PFC est d'autant plus intéressant, parce qu'en France, on va enfin aussi découvrir ce que ça peut apporter ou pas. Donc moi, je trouve que c'est un sacré challenge. Et j'ai beaucoup aimé aussi le point des supporters dans les pays où, en fait, on se rend compte que la pilule n'est pas forcément passée, alors que nous, de l'extérieur, on trouve ça génial. Vous avez raison, c'est très intéressant. Ça marche, dans le monde, ça marche. Localement, ça n'a pas plu. Exactement. Ça, c'était une vraie plus-value. Merci Adrien Corot pour ce pourquoi. Pour la Galaxie Red Bull, vous restez bien avec nous. La compo du PSG va tomber dans quelques minutes. On attend ou pas une dinguerie de Luis Enrique, mais tout de suite, voici le foutoir.